Une fille loup-garou extraterrestre s'est écrasée dans mes bois et maintenant elle chasse la nuit. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous aimeriez en voir d'autres similaires, veuillez vous abonner. Au milieu de l'été, alors que le soleil se couchait à l'horizon en Oregon, un arc de feu brillant déchirait le ciel, explosant au-delà de la crête nord comme un pin massif arraché à ses racines. Joel Carver sauta de sa chaise à bascule à côté de son poêle à bois, juste à temps, alors que l'écho résonnait dans toute la vallée. Ses 20 ans d'expérience avec les tronçonneuses l'avaient préparé à ce moment. En montant sur le porche, il pouvait encore sentir l'huile de chêne et la pluie, et le lourd magite, qu'il avait accroché au clou, dansait sur la flanelle rouge-noir marquée. De loin, les sommets des fourrures lointaines brillaient d'un bleu électrique, projetant des ombres sauvages à travers la clairière, comme des danseurs noirs d'encre. Les poutres de la cabane tremblaient, et dans le silence stupéfait qui suivit, il pouvait entendre le craquement des planches du plafond, comme si la montagne avait pris une profonde inspiration. Joël rassembla de la corde de l'eau et la trousse de premiers soins usés qu'il portait depuis ses jours de bûcheron. Il marcha dans les arbres, sans fermer la cabane à clé, comme si ce qui s'était abattu sur lui n'avait aucun désir pour ses maigres possessions. L'ozone âcre et la sève brûlée irritaient son nez, et le cœur habituel des grillons avait disparu, ne laissant que le sifflement lointain des disputes et le craquement de la litière sous ses bottes. S'appuyant sur sa mémoire, il comptait les pas entre les souches familières, tandis qu'une subtile odeur métallique dans le vent le guidait, comme un sifflet d'usine dirigeant l'équipe du soir, à 1 kilomètre de là. Au centre d'un cratère nouvellement formé de la taille d'un camion de bûcheronnage, un engin argenté en forme de larme se penchait, sa peau bosselée et fumante à cause du mélange de l'air froid de la nuit et de l'alliage encore chaud. Une lumière violette pulsait d'une brèche irrégulière et sous une jambe de force tordue, une silhouette à fourrure blanche était clouée au sol par la hanche. L'esprit de Joël était étiqueté, c'était un loup, mais ses pattes étaient trop longues, sa poitrine trop étroite et sa queue trop délibérée. Alors que sa lampe de poche effleurait le museau, les yeux ambrés s'écarquillèrent avec une clarté effrayée qui trahissait la compréhension plutôt que l'instinct, et l'idée de s'échapper devint inconcevable. L'air à l'intérieur sentait le cuivre brûlant et les violettes écrasées une odeur inconnue qui lui faisait pleurer et nouait son estomac. S'agenouillant, Joël murmura le genre de conseil régulier de camp de bûcheron qui avait autrefois apaisé les scies bloquées de Greenhorn. La jambe de force semblait mince, mais elle portait une lourde charge. Alors Joël, enfilant sa corde en dessous, la fixant autour d'une souche calcinée, et se penchant jusqu'à ce que le métal crie d'un pouce vers le haut, Joël déchira sa flanelle en bandage improvisé et pressa jusqu'à ce que le scintillement ralentisse. Même blessé, Dawn soutenait son regard faisant confiance à l'étranger qui avait choisi l'effort plutôt que la peur. Un rapide coup d'œil révéla que l'épave ne présentait plus de risque d'incendie et Dawn attirerait bientôt des regards curieux dans cette direction. Glissant un bras sous la fourrure qui dissimulait des muscles tendus, il fut surpris par le poids, mais il réussit à rester calme et à garder son sang-froid. Il l'a équilibré sur ses épaules comme un bûcheron et s'est lancé dans la longue marche de retour à travers les arbres qui maintenant semblaient inconfortablement vigilants. Chaque brindille craquait sous leurs pas résonnant dans la nuit comme un marteau frappant l'acier. Joël cependant continua d'avancer, synchronisant sa respiration avec sa foulée comme s'il transportait du cèdre sur une route de débardage à mi-chemin de chez lui. La créature tressaillit. Ses griffes se recourbèrent par réflexe avant de finalement se détendre lorsqu'elle croisa son regard. Joël a aidé à apaiser leur peur en remplissant l'obscurité de récits sur les balises de sentiers, l'entretien et le goût des myrtilles après la première gelée. Même si elle manquait probablement la moitié du sens, ses oreilles se dressaient. Joël la plaça sur une couverture de laine près du poêle, versa de l'eau tiède sur ses blessures et les nettoya avec des mouvements doux comme des plumes, ce qui démentait ses mains calleuses. L'iode a transformé sa fourrure neigeuse en roux, mais elle n'a pas grogné ni mordu. Au lieu de cela, elle a regardé fixement et sans cligner des yeux,
sa queue enroulée autour de son poignet, comme un témoignage silencieux de son sang. Sous sa fourrure, il sentait les vieilles cicatrices d'une vie de combat qu'il ne pouvait pas imaginer. Pour se calmer, il prit une pilule de Borbine. Cependant, juste au moment où il allait la boire, elle se leva plus grande qu'il ne l'avait anticipé, ses yeux ambrés doux de fatigue, et Joël se précipita pour la rattraper. Il la redescendit ensuite prudemment sur la couverture, un geste généralement réservé aux bois rares. Dans l'immensité de l'espace, une chouette ulula depuis l'intérieur du feu crépitant. Deux vies, séparées par des millions d'années-lumière, se retrouvèrent dans une trêve inconfortable, chacune sachant que l'autre exigerait bientôt des réponses. Joël, sentant les demandes imminentes de Dawn, entr'ouvrit la porte pour laisser sortir la chaleur et observa la brume s'élever de sa fourrure en volutes qui scintillaient orange dans la lumière du feu. Il l'étudiait, les oreilles frémissantes à chaque craquement de la cabane. À moitié en plaisantant, il lui demanda si elle pouvait marcher au lever du soleil. Elle prit une profonde inspiration et hocha la tête d'une manière si humaine qu'il en avala sa salive. Dans le cratère, un seul geste a validé son intuition qu'elle était une invitée et qu'il méritait un abri. Il étendit une deuxième couverture à côté du foyer et plaça de l'eau fraîche à portée de la lanterne avant de l'éteindre. Alors qu'il croisait son regard une dernière fois, un mélange de gratitude et de curiosité fatiguée l'envahit. Sa propre épuisement le tirait vers le bas, mais il vérifia le loquet du 3006 par habitude plutôt que par peur. Il glissa le Borbin de nouveau sur l'étagère et s'installa sur le canapé pour monter la garde alors que la nuit tombait, scellant la cabine dans un silence froid comme il n'en avait jamais connu auparavant. Joël se réveilla. Il se redressa dans sa chaise, les articulations douloureuses, et se dirigea vers la porte en entendant quelque chose de lourd atterrir sur son porche. Ce n'était pas un bruit sourd d'agression ou de panique, mais plutôt le placement délibéré de quelque chose comme une bûche près du billot. La lumière grise du matin entrait par la fenêtre de la cabane, et il cligna des yeux. Son instinct lui disait de ne pas le faire, mais il attrapa quand même le fusil. Le feu s'était éteint en braise, et l'espace à côté était désert. La couverture était là, froissée et humide de chaleur corporelle, mais la fille extraterrestre avait disparu. L'ouvrant avec précaution, il vit un lapin sur le porche, sa fourrure soigneusement enroulée et attachée avec une branche de pin comme un cadeau. Tout près, il vit une série de larges empreintes de pattes menant vers les bois. Des touffes de fourrure enneigées accrochées à la balustrade. Il n'y avait aucune trace de sang, aucun signe de lutte, juste une offrande silencieuse. L'odeur persistait une combinaison de fleurs sauvages et de quelque chose de tranchant et métallique. Il fixa le lapin pendant une longue minute, essayant de déterminer si c'était que ce soit une menace ou un remerciement. Il prit une profonde inspiration, murmura quelque chose à moitié amusé et se pencha pour le ramasser. La coupure était plus nette que la plupart des couteaux de chasseurs et les organes étaient soigneusement enveloppés à l'intérieur. Le niveau de précision auquel on ne s'attendrait pas de la part de Klaus. Il la plaça dans un seau en fer et la porta jusqu'à la cabane du fumeur, essayant de ne pas trop penser à l'étrangeté de la situation. Elle avait chassé offert quelque chose de significatif, que ce soit un instinct coutumier ou un geste de remboursement extraterrestre. Cela n'avait pas d'importance. Il n'allait pas le manquer de respect. Quand il est retourné sur le porche, il l'a déposé. Dans la terre molle, le prince s'engraissait déjà. La forêt derrière eux était calme, comme si rien ne s'était passé. Joël, incertain de savoir s'il devait être inquiet ou impressionné, s'installa dans sa chaise avec une tasse et une sorte de silence qu'il n'avait pas connu avec qui que ce soit depuis des années. Joël attisa ensuite le feu et plaça une cafetière sur la cuisinière. Il laissa la porte d'entrée entr'ouverte juste assez pour observer la traîne, s'attendant à ce qu'elle revienne en rampant comme un chien errant fatigué. Cependant, au fil des minutes, la forêt restait immobile. Joël ne savait pas comment réagir. Avec une tasse de café à la main, il s'installa dans un état de confusion. Moins d'1 heure plus tard, elle réapparut.
sortant des bois avec la même grâce qu'elle avait montrée la nuit précédente, comme si la gravité ne la retenait pas comme elle le faisait pour lui. Elle s'arrêta à la lisière de la clairière, croisa le regard de Joel et avança prudemment jusqu'à atteindre le porche où elle s'agenouilla à l'endroit où elle avait laissé le lapin. Joel observa sa posture pas hostile, pas effrayée, mais alerte, comme un soldat entrant en terrain neutre. Son pelage avait séché et s'était gonflé pendant la nuit, lui donnant l'apparence d'une créature beaucoup plus grande, mais la façon dont ses oreilles. Elle inclina la tête et répondit d'une voix rauque qui ne semblait pas avoir utilisé l'anglais depuis longtemps, pas de langue amère de Burns. Il leva lentement sa tasse, prit une gorgée puis la tendit légèrement vers elle en signe de paix. Son expression restait impassible alors qu'il parlait d'un ton neutre observant son expression. Elle avait écouté traiter l'information et peut-être même compris plus qu'il ne le réalisait. Joel se pencha en arrière et l'étudia ouvertement maintenant, plus curieux que prudent. « Tu parles plutôt bien pour quelqu'un qui vient de s'écraser sur ma ridgeline. » Sa queue frétilla une fois derrière elle, et elle apprit depuis l'orbite, intercepta la radio stocka des mots, et sa voix râlait comme le vent à travers l'herbe sèche, mais elle gardait le rythme. Joel hocha lentement la tête, digérant l'idée qu'elle était plus qu'un simple monstre en fourrure. Elle était probablement une éclaireuse entraînée à être observatrice et méthodique, pas seulement physiquement capable. Bien qu'elle ne se soit pas assise, elle est restée accroupie, les mains posées sur le bois usé du porche. Joel demanda « Tu as un nom ?» après une longue période de silence, et elle inclina de nouveau la tête avant de répondre « Amoré ». Je ne reçois généralement pas de visiteurs, mais je suppose qu'après la nuit dernière, nous avons dépassé les formalités. Sa voix était plate et factuelle, sans aucune trace d'émotion ou de gratitude, manifeste juste la vérité. Joel haussa les épaules et fit ce que toute personne raisonnable aurait fait à ce moment-là. Ses yeux ambrés se plissèrent légèrement. Peu d'humains risqueraient Joel. Doucement, elle prit une autre gorgée de son café et ricana. La plupart des humains n'ont jamais à traîner des collègues ensanglantés en bas des lignes d'arbres après qu'une tronçonneuse ait fait un retour de flamme. J'ai vu pire. Vous saignez à peu près comme nous, plus ou moins. Cela la fit s'arrêter un moment, puis elle demanda « Vous vivez seul ?» Joel laissa échapper un lent soupir en regardant au-delà de la clairière vers la ligne d'arbres brumeuse. Depuis que ma femme est décédée, je ne suis pas très porté sur les forêts de la ville, elles sont plus calmes. Je resterai hors de vue. Je ne suis pas en sécurité si d'autres viennent me chercher. Joel lui demanda son ton trahissant ses véritables sentiments. Mon vaisseau était suivi. Je me suis écrasé. D'autres pourraient suivre le signal. Ma technologie est précieuse. Ils me voudront moi ou elle. Joel posa lentement sa tasse, demandant combien de temps elle pensait avoir avant qu'il n'arrive. Elle ne répondit pas tout de suite, se déplaçant avec la facilité d'un prédateur et descendant du porche reniflant le vent. Je ne sais pas combien de jours il y a peut-être ce soir ou quand ils arriveront. Le lendemain, Joel se frotta la nuque et se demanda comment il avait fini par héberger une vendetta interstellaire au lieu de chercher la paix. Son ton était celui de la résignation, pas de la colère. Il la regarda de nouveau, déconcerté par son comportement inébranlable. Elle ne suppliait pas et ne demandait pas d'aide, mais elle l'avertissait des ennuis imminents. Après un moment à l'observer, Joel finit par prendre la parole. « S'ils viennent, nous nous en occuperons. Tu n'es pas la seule à savoir comment poser quelques pièges dans ces bois. Je protégerai cet endroit, c'est un devoir envers les Joel. » Joel faisait semblant que c'était un jour ordinaire, alors qu'il travaillait sur le périmètre de la clairière, aiguisant des outils, vérifiant d'anciens pièges à ours, et marchait sur la ligne invisible entre l'habitude et la préparation. Moore restait à l'écart, près de la lisière des arbres. Elle n'intervenait pas et ne posait pas de questions, mais elle était toujours là. Sa bouche se courba en un demi-sourire sec lorsqu'elle dit « Eh bien, ça fait 2 d'entre nous. » Les 2 restèrent silencieux à nouveau, tous 2 figés dans l'attente de ce qui les attendait. Joel restait silencieux, semblant absorbé par son travail, comme s'il livrait un commentaire à un public invisible.
C'était sa pratique depuis des années, depuis le décès de Sarah, et maintenant les mots avaient un besoin d'une forme pour se poser. Qu'Amore les comprenne tous ou non, elle prêtait attention lorsqu'il resserrait le fil d'un vieux piège à déclenchement, se déplaçant prudemment autour de celui-ci et mémorisant son emplacement. Quand il coupait de nouveaux marqueurs de sentier avec une hache, elle prenait également note. Elle les trempa dans la sève, s'agenouilla à côté du plus proche et le renifla. Il n'y avait pas de rituel, pas de mots échangés, mais un rythme commençait à se former entre eux. Joël fit ce qu'il savait faire et Amore s'adapta comme une seconde ombre. Au crépuscule, elle suspendait des os aux branches des arbres en rangées exactes, avertissant silencieusement des prédateurs dans une langue que personne n'avait jamais entendue. Après un dîner de haricots et de je ne sais quoi, Amour avait attrapé quelque chose qui ressemblait à un raton laveur, mais avec 4 yeux et un subtil éclat dans sa fourrure. Joël s'assit sur le porche. Pendant que Joël essuyait ses bottes, Amor se blottit près de la balustrade, sa queue balayant nonchalamment les planches. Il ne disait pas grand-chose, mais il y avait un silence pesant, un silence réconfortant qui venait de leur travail ensemble, une paix qui n'avait pas besoin d'explication. Joël ne prétendait pas savoir ce qu'elle était ou à quelle espèce elle appartenait, mais il sentait quelque chose de primal et d'honnête dans son comportement. Elle n'était pas humaine, mais elle comprenait la terre, les règles de survie face à l'isolement et les règles de l'existence. La compréhension était plus rare que les liens de sang, dit-elle, brisant le silence. Elle dit « Tes pièges sont conçus pour ralentir, pas pour tuer. » Joël hocha la tête sans la regarder, sa voix plus basse que d'habitude. « Je ne les ai pas utilisés depuis des années. Je les ai laissés là au cas où j'aurais besoin de temps pour réfléchir. Si quelque chose de plus gros arrivait comme un ours ou un braconnier ivre, ne serait-il pas plus facile de tuer ?» Amor inclina la tête et se demanda à voix haute si ce serait plus facile de tuer. Joël soupira, posant le Bouddha de côté, mais peut-être avait-elle raison. Plus facile n'est pas toujours juste. Tu reconnais que tu dois le porter. Les gens pensent que tuer résout les problèmes, mais cela laisse un... Il y eut une longue période de silence après cela, et il se demanda si elle n'avait pas compris. Puis elle le regarda avec des yeux aussi noirs que des charbons, et il dit « N'hésite pas. Nous tuons pour survivre. Nous protégeons pour éliminer les menaces. Nous ne laissons pas les menaces respirer. » Joël haussa un sourcil et demanda « Que suis-je pour toi? Suis-je une menace ?» L'expression de Lorati était illisible, alors qu'elle le regardait avec des yeux longs et fixes. La posture d'Amor changea alors que la lumière touchait sa fourrure, sa colonne vertébrale se redressa, ses narines s'évasèrent et sa respiration devint plus profonde et plus concentrée. Joël remarqua que la tension revenait, cette tension silencieuse dans ses membres. « La lune te fait quelque chose », murmura-t-il, et elle ne le nia pas. « Ça déclenche le cycle ?» Elle frissonna légèrement à la similarité, mais ne protesta pas. « Je le contrôle la plupart du temps, mais j'ai besoin des bois. Je dois bouger pour chasser. » Joël hocha la tête comme un chien sauvage suivant une odeur. Instinct? Plus c'est proche, plus c'est difficile de penser, plus difficile de parler et plus rapide. Alors vas-y, mais ne ramène pas un autre lapin sur le porche. Je n'ai pas encore fini le cadeau d'hier. Ses lèvres se courbèrent légèrement, pas en souriant, mais presque. Elle hocha la tête une fois et disparut dans les arbres à peine audibles. Joël resta assis pendant longtemps, écoutant les bois s'animer, non pas de peur, mais de mouvement en écoutant. Puis il dormit mal cette nuit-là, s'endormant avec ses bottes et réfléchit au sens de la disparition. Il vérifiait périodiquement le bord de la clairière avec son fusil toutes les quelques heures. À 3 heures du matin, il remarqua quelque chose qui bougeait entre les arbres. C'était une tache blanche basse au sol, et il n'y avait ni son ni odeur, seulement du mouvement et du clair de lune. En revenant sur le porche, il détecta un léger arôme de pain et de sang, mais il n'y avait pas de cadeau cette fois-ci. Au lieu de cela, il remarqua une seule marque de griffe rayée dans le bois à côté du cadre de la porte qu'il traça soigneusement avec ses doigts. Plutôt que d'être alarmé, il pensa que cela pourrait être un signe qu'elle était passée.
Le lendemain, elle revint juste après le lever du soleil, sa fourrure humide de rosée et ses yeux alertes et clairs. Elle ne boitait pas, mais ses mouvements étaient plus lents que d'habitude, comme si l'énergie de la nuit l'avait épuisée. Joël lui offrit du pain grillé avec de la viande séchée et des œufs, et elle le mangea sans fanfare, se recroquevillant près du poêle pour manger en silence. Il ne lui posa aucune question, mais il remarqua une tache de liquide verdâtre sur son poignet du sang, mais ce n'était pas le sien. Elle croisa son regard et dit d'une voix monocorde, confirmant que ce n'était pas humain. Joël prit une profonde inspiration, hocha une fois la tête pour indiquer qu'il scannait déjà la zone, puis prit la parole. « Ils ne savent pas encore où je suis, mais ils réduisent le champ. » Il se leva de la table où son équipement radio prenait la poussière, l'alluma et écouta le bourdonnement statique. S'ils étaient assez proches pour scanner, ils pourraient voir des feux de camp de la fumée et des signatures thermiques. D'une voix calme mais ferme, elle se rapprocha, et nous devrions dissimuler nos mouvements s'ils ne pouvaient pas nous voir. Au milieu du chaos, Joël lui jeta un coup d'œil direct, son expression trahissant sa formation en sabotage. La queue d'Amor frétillait, indiquant que tous les éclaireurs lurés sont habiles à tromper, à manipuler le terrain et à échapper à la capture. Joël hocha de nouveau la tête, s'exclamant « Bien. Nous n'allons pas rester assis à attendre qu'ils viennent frapper à notre porte. Nous allons transformer toute cette forêt en un labyrinthe dans lequel ils ne voudront pas entrer. » En un instant, un pacte silencieux fut formé, un pacte que ni l'un ni l'autre n'avait besoin de prononcer à voix haute. Joël ne perdit pas de temps à installer les caméras de surveillance dès le milieu de la matinée. Il avait réutilisé de vieux filets de camouflage et les avait tendus entre les troncs d'arbres, ainsi qu'un amas de bandes de millard réfléchissantes fabriquées à partir de couvertures de survie. Amor le suivait à travers les broussailles, comme si elle avait grandi dans les bois, et elle imitait ses mouvements de main avec ses griffes, captant des scans infrarouges, tandis qu'il ajustait un déflecteur thermique au-dessus d'un foyer. Joël était bien adapté à ses compétences d'observation rapide et à son manque de bavardage, alors qu'elle suivait habilement les empreintes de bottes de Joël et les leurs dans les lits de ruisseaux, créant de fausses pistes qui menaient à des murs de roche. Pendant ce temps, elle posait habilement des pièges à odeur, en utilisant du musc animal et de la résine extraterrestre, chacun étant suffisamment puissant pour éloigner les chiens de piste ou les drones à base d'odeur. Personne ne le disait à voix haute, mais la tension avait changé. Il ne se cachait plus. Il construisait quelque chose de complexe et imprévisible. Un périmètre a été construit pour tromper l'ennemi, afin qu'il soit confus et ne s'approche jamais de la cabane. À midi, le soleil tapait si fort qu'il a forcé une pause. Joël s'est appuyé contre un vieux pin et a passé une gourde que la femme a bu en courte et rapide gorgée, visiblement peu habituée au goût de l'eau humaine. Elle a rendu la tasse avec un grognement bas, sa fourrure collée à la base de son cou par la transpiration et les débris forestiers. Malgré sa respiration lourde et son épuisement apparent, elle ne montrait aucun signe de plainte ou de ralentissement. Joël a remarqué l'éclat dans ses yeux ambrés. Avec la même concentration intense qu'il avait observée chez des bûcherons expérimentés, lorsqu'un arbre était sur le point de tomber, il essuya son front, leva les yeux vers la cime des arbres et posa finalement la question qui le préoccupait depuis toute la matinée que cherchait le drone. Était-ce simplement le vaisseau? Où étais-tu impliqué? Je transportais une ancienne carte des étoiles partiellement cryptée, archivée sur mon vaisseau vers le haut commandement lorsqu'elle a été interceptée. Le froncement de sourcils de Joël correspondait à ses yeux plissés et j'étais pris au dépourvu pendant l'entrée atmosphérique forcée en descente d'urgence. Quiconque était après cela savait que j'arrivais. Joël laissa cela s'infiltrer. Les bois semblaient différents, soudainement non seulement isolés, mais exposés. Les arbres semblaient retenir leur souffle. Peut-être voulaient-ils tellement cette carte qu'ils enverraient de plus de machines ou même descendraient eux-mêmes. La voix d'Amoré était basse, et leur schéma était d'abord les machines, puis les éclaireurs et enfin les chasseurs.
Joël hocha lentement la tête et il fixa les bois, sa queue légèrement enroulée, comme si elle était prise dans un... Il était une fois sur le vaisseau de reconnaissance, Rexus 12, un événement tragique. Le vaisseau a été touché depuis l'orbite et en moins d'une journée, l'équipage a été enlevé sans rançon ni corps retrouvé. Joël, plus par réflexe que par peur, a murmuré une injure sous son souffle. Sans renfort et avec le temps qui presse, il a pris une longue gorgée de la gourde et s'est retourné vers elle. « Tu as dit que la carte n'était pas à l'origine de ton peuple, alors d'où vient-elle » Amor hésita un peu plus longtemps que d'habitude. Et quand elle répondit, ce n'était pas avec la confiance des couloirs vides, des technologies précurseurs des mondes abandonnés. Plutôt, c'est une carte des plis cachée dans l'espace que les contrebandiers utilisent pour éviter les routes commerciales principales ou pire, Joël. Les soupçons de Joël furent confirmés lorsqu'elle hocha la tête. Les individus à la recherche de la carte stellaire ne se soucieraient pas de quelques pièges brisés ou d'un homme et d'un extraterrestre dans les bois. Avec leur technologie avancée et leur absence d'hésitation à tendre ne fonctionnerait pas. Alors il se poussa de l'arbre et lui fit signe de le suivre. « D'accord, alors nous allons creuser plus profondément. Je veux vérifier à nouveau ton vaisseau pour voir s'il y a quelque chose d'utilisable. » Ils se dirigèrent vers le Joël A, instinctivement naviguer le dernier quart de mile à travers le site de l'écrasement suivant une odeur de métal brûlé et d'ozone. Le vaisseau était à moitié enfoui dans la mousse et la terre avec des lianes commençant à recouvrir les plaques tordues. La lueur violette avait disparu et la source d'énergie était soit épuisée, soit morte. Se déplaçant prudemment à travers les débris, en évitant les câbles étincelants et les montants fissurés, Joël gardait un œil sur un long étui cylindrique coincé dans un « Tu es sûr que cette chose ne fuit pas de radiation ?» demanda-t-il à moitié en plaisantant. « Tu es sûr que cette chose ne fuit pas de radiation ?» demanda-t-il à moitié en plaisantant. Amore ne rit pas. C'est une technologie multicouche avec certaines parties réactives psychiquement et répondant à l'intention plutôt qu'à la pression. Joël l'aida à la traîner au soleil où le boîtier argenté scintillait comme du liquide. Il n'y avait ni loquet ni couture, juste un alliage lisse avec de légères gravures dans une langue qui semblait changer à mesure qu'il la regardait. Elsevier se gratta la barbe et exprima son inquiétude. « Système de sécurité impressionnant », dit-elle d'une voix tendue. « Mais ils pourraient encore être traçables, ils se concentreront sur le signal résiduel. » Joël fronça les sourcils. « Donc le garder ici est un risque. » Un panneau se replia pour révéler un réseau interne de conduits en cristal et de canaux liquides dont certains étaient fissurés. Elle lui jeta un coup d'œil avec une pointe de réticence. Si nous le déplaçons, ils nous suivront sûrement, mais si nous l'enterrons trop près, cela pourrait exposer ta maison. Joël, qui regardait en arrière vers le sentier, inspira par le nez. Nous devrions l'enterrer à mi-chemin entre ici et la rivière, en utilisant des leurres de fausses empreintes de bottes, des sources de chaleur et tout ce que nous avons. Amore sembla réfléchir à l'idée, puis hocha brusquement la tête, disant « Je peux aider. » Puis elle ajouta « Nous devons finir avant le crépuscule, il pourrait déjà être proche. » D'un mouvement rapide, ils creusèrent une fosse peu profonde, et Amore dissimula la zone avec des appâts olfactifs et une substance poudreuse provenant d'une poche à sa ceinture, qui se retourna. Après avoir réussi à dissimuler et camoufler le noyau, ils ont procédé à marquer des pistes alternatives qui menaient dans la direction opposée. L'un de ces sentiers était un ancien chemin de braconniers, tandis que l'autre était un lit de ruisseaux désaffectés. Joël a installé un vieux piège à chaîne sur l'approche la plus évidente, laissant derrière lui une traînée d'empreintes synthétiques qu'il avait déjà utilisées pour éloigner les squatteurs locaux. Amore modifia légèrement les empreintes, faisant correspondre leur profondeur et leur angle à ceux d'une porte d'une espèce différente, ce que selon elle, les poursuivants pourraient attendre. Au moment où ils sont retournés à la cabane, le crépuscule rampait sur les montagnes et les bois étaient devenus silencieux de cette manière pesante.
La forêt semblait attendre quelque chose de sinistre pour perturber la tranquillité, ce que Joël détestait. Il jeta un coup d'œil à Amor, qui était accroupi sur le porche, inhalant soigneusement l'air avant de murmurer « Ils sont plus proches ». Joël hocha la tête en signe d'accord, puis entra pour allumer le vieux générateur derrière la pile de bois, ramenant la lumière dans la cabane. Le vent dehors faisait doucement teinter les carillons des avant-toits, mais dans un accès de panique frénétique, Joël récupéra le fusil de chasse au-dessus de la pile de bois. Tout en vérifiant les cartouches, Mantle lui tendit l'un des lance-fusées qu'il utilisait pour effrayer les pumas. Elle le manipula avec la confiance de quelqu'un qui en avait déjà manipulé un. Son expression passa de la peur à quelque chose de plus menaçant. « Ils viendront cette nuit, » dit-elle. « Ils te testent toujours quand l'obscurité est profonde et l'air immobile. » Joël serra fermement l'arme en sortant sur le porche avec elle. Puis il les relâcha. Juste après minuit, il sentit un changement dans le vent et il n'entendit rien. La température baissa beaucoup plus vite qu'elle n'aurait dû en ce début d'automne, et il s'assit dans la cabane sombre, les lanternes éteintes, observant les arbres à travers les persiennes entr'ouvertes. Le feu s'était éteint depuis longtemps, il n'y avait donc aucune signature thermique. Amoré se tenait accroupi juste à l'intérieur de la porte, les yeux fixés sur le bois, les muscles tendus sous sa fourrure comme des fils tendus. Joël pouvait sentir le danger imminent alors qu'elle restait silencieuse pendant près d'une heure. Ses oreilles frémissantes suivaient chaque mouvement, mais elle ne clignait pas des yeux ni ne respirait bruyamment. D'un mouvement mesuré, il vérifia le fusil sur ses genoux qui étaient doublement chargés de flisettes. La forêt craquait sous son propre poids, mais Joël reconnut le son de bottes lourdes peut-être faites d'os de céramique ou d'armure, plutôt que les surprises habituelles rapides et larges qui laissent peu de place pour viser. Joël se pencha vers la porte, croisant le regard d'Amour. Elle lui fit un signe de tête à peine perceptible, confirmant ce qu'il soupçonnait déjà. Ils étaient flanqués par l'est, un par le sud, et probablement d'autres se déplaçaient à travers le lit peu profond du ruisseau, à l'ouest. Joël se leva lentement, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que ses genoux s'étaient raidis à cause du poids. Il ne parla pas car il n'en avait pas besoin à mort. Monta sur le porche avec lui, sa respiration devenant plus profonde et ses yeux brillant d'un ambre pâle qui captait le clair de lune comme du verre poli. L'air nocturne était froid pressant contre votre poitrine et faisant mal à vos articulations. Joël sortit sur l'herbe, ses bottes silencieuses, malgré le gel, et se baissa près de la base d'une souche où il avait installé le premier piège, un filet dissimulé conçu pour se relever et emmêler les jambes s'il était déclenché. La première silhouette émergea des ombres alors que Joël retenait son souffle. Son manteau scintillait comme de l'huile noire et bougeait comme de l'acier liquide sous la lumière des étoiles. La visière à 3 yeux de Joël scannait en pulsations rapides. La silhouette franchit le fil de déclenchement animant les bois de mouvement. Le filet se leva emmêlant les membres et la silhouette siffla presque comme un reptile. Joël appuya sur la gâchette sans hésitation, le fusil à pompe tonna et les fléchettes déchirèrent l'air avec un craquement vicieux. La silhouette tomba, non pas morte, mais gravement blessée. Joël ne perdit pas de temps après avoir été désactivé. Au lieu de cela, il se retourna rapidement et se précipita à travers les arbres vers l'arrière de la cabane, où Moore avait disparu quelques minutes auparavant. À côté de la clairière, une silhouette plus grande et plus épaisse, vêtue d'une armure qui ressemblait aux pattes de carapace de coléoptère, sauta d'une branche avec une précision terrifiante, la mâchoire ouverte, alors qu'elle atterrissait avec force sur le dos de la créature, déchirant les coutures de son armure avec une férocité chirurgicale qui fit tressaillir Joël. Elle se battait comme un soldat qui connaissait son anatomie et ses zones de mise à mort. La chose se débattait, mais elle ne lui laissa aucune chance de reprendre pied. En quelques secondes, elle se figea. Joël pointa vers le sentier ouest, dans le lit du ruisseau, et Amor hocha la tête.
Les deux se faufilèrent à travers les broussailles, imitant le silence pratiqué des prédateurs. Joël perçut le doux pouls du mouvement et deux autres silhouettes scannèrent lentement chacune, portant ce qui ressemblait à un harpon croisé avec autre chose. Joël se glissa dans une dépression derrière un tronc d'arbre tombé, sortit son lance-fusée et l'orienta haut au-dessus des arbres. La boule rouge brillante monta en hurlant et explosa en une gerbe de chaleur et de lumière. Les silhouettes s'arrêtèrent en regardant vers le haut, mais Amour était déjà parmi elles. Avant qu'elle ne puisse se recentrer, elle en transperça une avec un uppercut griffu qui envoya le corps s'écraser contre un arbre. La deuxième personne tira sauvagement, mais Joël était déjà en mouvement. Il flanqua à gauche et arriva. Joël bondit de derrière et frappa la crosse de son fusil à l'arrière du cou de la créature, faisant craquer son casque. La silhouette tomba au sol et Joël se tenait haletant au-dessus d'elle, les mains tremblant légèrement à cause de l'impact. En un instant, la situation avait dégénéré en un chaos violent et ciblé. Au lieu d'un siège prolongé, ils traînèrent les cadavres profondément dans les bois et les enterrèrent dans une dépression entourée de ronces et de couvertures thermiques de leur. Amoré procéda à un nettoyage méticuleux, froid et méthodique, utilisant une poudre noire particulière pour dissoudre tout reste de sang ou de fluide. Joël remarqua que ses mains tremblaient une fois, mais il choisit de l'ignorer. « Des éclaireurs », murmura-t-elle. « Pas une équipe complète, un test. Ils évaluent nos défenses. » Joël hocha la tête d'un air absent. « Donc on a réussi, mais maintenant ils savent qu'il y a quelqu'un ici qui peut riposter. » Il s'assit ensuite sur un rondin à côté d'elle, fixant les arbres qui étaient soudainement redevenus silencieux. Elle le regarda, son expression trahissant ses pensées. Il demanda « Combien de temps avant que les gros arrivent ?» Au début, elle ne répondit pas. Après un jour ou deux, s'il ne recevait pas de signal, il gagnait plus de temps. Joël se leva, enlevant l'écorce de son pantalon, et ils l'utilisèrent pour tout renforcer. Sans se reposer, elle le suivit de retour à la cabane, mais maintenant ses blessures transparaissaient à travers la saleté et le sang. Joël la laissa s'appuyer contre lui sans commentaire, non pas par faiblesse, mais par une redistribution pratique des forces. Le feu restait froid, mais la pièce avait une nouvelle énergie comme si quelque chose se déplaçait entre les corps.